Bonjour à tous, bienvenue à ce webcast de l'Association de neuroanesthésie et réanimation de langue française. Je suis Russell Chaban de Clermont-Ferrand et je co-anime ce webcast avec le professeur Johan Launay du CHU de Rennes. Et on a l'immense plaisir et privilège de recevoir le professeur Alexis Turgeon, qui est anesthésiste et intensiviste au CHU de Québec, Université de Laval, qui est également épidémiologiste, clinicien-chercheur spécialisé en traumatologie, particulièrement en neurotraumatologie, directeur de la chaire de recherche canadienne en traumatologie, et qui dirige également le groupe de recherche en soins intensifs neurologiques et traumatologiques, et qui est un membre actif du groupe canadien de recherche en soins intensifs, qui est particulièrement dynamique sur toute la littérature de réanimation en général, et qui va nous présenter les résultats de l'essai international multicentrique qu'il a coordonné, l'essai Emotion. Bonjour Alexis et merci de ta présence. Bonjour Russell, merci beaucoup pour l'introduction, très, très gentille. Ça fait plaisir d'être ici et de vous présenter les résultats de eMotion. Alors, comme vous vous en doutez, en fait, c'est une étude qui a demandé beaucoup de collaboration avec différents groupes de collaboration de recherche, mais également les organismes de subvention. Ça a été subventionné par les Instituts de recherche en santé du Canada, plusieurs groupes également impliqués de patients ou de représentation de patients. L'étude était gérée à Québec, à l'Université Laval, au CHU de Québec, Université Laval, où je pratique, qui est un centre de traumatologie niveau 1, où on couvre pour environ 3 millions de population. Je suis le chercheur principal avec mes collègues Dean Ferguson et François Lausier. Sur la photo, c'est Marie-Pierre Paton et Lucie Clayton qui, respectivement, étaient coordonnatrices et gestionnaires de projet. Donc, ce sont elles qui ont vraiment permis de réaliser toute l'étude et avec laquelle j'avais des communications quasi quotidiennes. On avait un comité de sécurité des données et de suivi des patients qui était géré par Daryl Triolzi, qui est un trialist à Pittsburgh, Claude M. Hill, que vous connaissez probablement, qui est à San Francisco, et Jonathan Cook, qui est un biostatisticien à Oxford. Donc, je fais une petite justification de tout ça. Je pense que je n'ai pas besoin de convaincre personne de l'importance de l'anémie en soins intensifs et du fait que l'anémie est associée avec la mortalité puis avec des issues cliniques défavorables. Ça a été montré plusieurs fois. On sait qu'il y a eu deux très gros essais cliniques. En fait, le premier, le TRIC trial pour traiter l'anémie en soins intensifs. Est-ce qu'on doit utiliser des seuils plus restrictifs ou des seuils plus libéraux? Il y a eu l'étude en pédiatrie TRIP-ICU par la suite. Et depuis que le TRIC trial a été publié en 1999, ça a évidemment bouleversé tout l'environnement non seulement de soins intensifs, mais la médecine transfusionnelle en général, parce que on a montré qu'il n'y avait pas d'effet bénéfique sur la mortalité à court terme d'utiliser des seuils plus élevés. Et 7 grammes par décilitre est devenu depuis ce temps-là le standard de soins à l'unité des soins intensifs globalement, mais également, comme vous le savez, à l'extérieur, chez les patients, dans des clientèles beaucoup moins malades. La question qu'on doit se poser, par contre, c'est est-ce que les patients qui avaient un traumatisme crânio-cérébral ont été inclus dans ces essais cliniques-là? En fait, ils n'ont pas été exclus, mais ils n'ont pas été vraiment recrutés. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de refus des médecins au chevet de recruter des patients avec un TCC. Il y en avait 67 dans le TRIC trial et il y avait 66 patients au total dans l'étude pédiatrique qui avaient un problème neurologique justifiant leur hospitalisation. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les conclusions de ces études, les deux sont parus dans le New England à l'époque, déjà, on commençait à se dire que les résultats ne s'appliquent probablement pas à toutes les populations. Au début, c'était les soins coronariens, en fait, les patients avec de la maladie coronarienne. Et dans l'étude pédiatrique, bien, les patients plus malades, les patients instables, les patients qui sont plus à risque d'hypoxémie. Donc, le TCC dans tout ça, c'est différent, en fait, de la population générale de soins intensifs. Et une des principales raisons, c'est que, oui, la mortalité, c'est important, mais la mortalité à court terme, c'est pas ce que nos patients et les familles veulent savoir. Quand on traite quelqu'un au chevet, comme on le sait, les familles, les patients veulent savoir s'ils vont survivre, oui, mais dans quel état ils vont survivre et dans quel état à long terme, et non pas à court terme, à un mois. Donc, on parle d'un minimum de 6 mois.
Donc, les résultats de tout ça s'appliquent très mal. Non seulement les patients n'ont pas été vraiment recrutés, mais s'appliquent très mal à notre population. Mais l'anémie est fréquente, nos patients sont transfusés, puis le cerveau est vraiment vulnérable à l'hypoxémie, donc on doit se questionner sur ce qu'on doit faire. On sait que la délivrance d'oxygène dans l'ensemble des organes et en contexte d'anémie est contrecarrée par une augmentation du débit cardiaque. Dans un contexte d'anémie, dans un contexte en fait d'anémie et de transport d'oxygène au cerveau, c'est pas le débit cardiaque qui est modifié, c'est le flot sanguin cérébral qui, lui, dépend de la pression de perfusion cérébrale puis des résistances vasculaires. Là. Brièvement, vous, euh, vous le savez bien. Mais dans un contexte de cerveau qui est lésé, on a une incapacité ou en fait une dysrégulation de nos mécanismes d'autorégulation usuels, ce qui fait en sorte que le flot sanguin cérébral peut plus difficilement contrecarrer une baisse d'hémoglobine. Et donc, une baisse d'hémoglobine, ne serait-ce que minimale, euh, sonne des cloches sur un potentiel problème de délivrance d'oxygène au cerveau dans le contexte. Et puis, dans les revues systématiques Cochrane récentes, les recommandations américaines de Jeff Carson et des groupes de gens de banque de sang aux États-Unis, dans les dernières années, clairement, ça ressortait. Ce qu'on a en termes de données ne permet pas de conclure en traumatisme crânio-cérébral. L'étude de Robertson, parue il y a 10 ans, une étude par deux factoriels qui évaluait EPO versus pas d'EPO, deux seuils, 10 versus 7, n'a pas montré d'effet avec des intervalles de confiance très larges d'utiliser une stratégie ou l'autre, mais c'était presque une étude faite dans un seul centre. C'était 200 dans la même institution, 200 patients seulement. Ils cherchaient un 50 de réduction du risque, d'amélioration, pardon, d'issue clinique favorable sur le GOS. Les patients n'étaient pas nécessairement anémiques. Et puis, ce qui a fait en sorte qu'il y a 30 des patients qui n'ont pas été transfusés dans le groupe libéral. Donc, euh, et les groupes n'étaient pas différents au départ, c'est-à-dire que les intervalles de confiance des deux groupes libéral et restrictifs se touchaient. Donc, on n'a pas vraiment, on ne peut pas vraiment avoir des conclusions très fermes là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti le programme Emotion qui a mené vers l'essai clinique Emotion pour évaluer si une stratégie libérale en comparaison à une stratégie restrictive peut améliorer les issues cliniques qui sont cliniquement importantes pour le patient, mais qui sont aussi centrées vers le patient chez des patients qui ont été cessés admis aux soins intensifs en réanimation. Donc, c'était une étude qu'on dit probe, en fait, qui était ouverte, qui n'était pas à l'aveugle, parce que c'est impossible de vraiment utiliser des transfusions à l'aveugle. Sinon, si c'était possible, on verrait l'hémoglobine de toute façon. Donc, on ne peut pas vraiment avoir une étude clairement à l'aveugle avec un placebo dans ce contexte-là. 34 centres, 4 pays, et on a publié le protocole dans BMJ Open. Les patients qui étaient inclus étaient des adultes admis en réanimation suivant un traumatisme crânio-cérébral contondant modéré ou grave, basé sur le GCS après stabilisation. Et on ne recrutait que les patients anémiques. Donc, les patients pouvaient être recrutés dans les heures ou les jours suivant leur admission en réa en attendant qu'ils deviennent anémiques. Les patients étaient exclus si, au moment de la randomisation, ils étaient en choc hémorragique ou nécessitaient d'avoir plusieurs culots globulaires, avaient une contre-indication d'une objection aux transfusions, avaient eu des transfusions après l'admission à l'unité des soins intensifs. Ils pouvaient l'avoir eu à l'urgence ou à la salle d'opération avant, mais pas après l'admission. Les patients qui étaient en fait en mort cérébrale ou ceux qui étaient potentiellement en mort cérébrale, mais qui n'avaient pas eu leur diagnostic, et les patients chez qui on avait fait on allait vers un retrait de thérapie de maintien des fonctions vitales et ceux qu'on ne pouvait suivre à 6 mois. Randomisation en bloc de 4 à 6, stratifié par site pardon, avec un ratio 1 pour 1, deux stratégies, stratégie libérale qui était l'intervention, on transfuse si l'hémoglobine est à 10 ou moins, et restrictive, on attend que l'hémoglobine soit à 7 ou moins pour transfuser. On demandait de transfuser rapidement, donc dans les premiers 3 heures après la rando, mais aussi après que l'hémoglobine ait été remplie, en fait, remplisse les critères en lien avec le groupe d'assignation, une seule unité, un seul culot globulaire, et l'étude se passait durant tout le séjour en réanimation.
Le reste, c'était une approche très pragmatique. On suggérait d'adhérer aux critères de la Brain Trauma Foundation, mais c'est vraiment le standard de soins dans chacun des établissements. Les gens pouvaient avoir du monitoring, neuromonitoring, mais ne pouvaient pas l'utiliser pour les transfusions. Et c'est le standard de soins qu'on utilisait pour la mesure d'hémoglobine. Autrement dit, on prenait toutes les hémoglobines qui étaient mesurées selon le standard de soins. Donc, il n'y avait pas une hémoglobine mandatoire deux fois par jour. Parfois, il pouvait y en avoir 5 par jour. Il fallait agir sur les 5 hémoglobines. Parfois, il y en avait 2. Donc, il y a eu au total 30 000 hémoglobines dans l'étude qui ont été évaluées pour chacun des groupes. L'issue clinique principale, le score de Glasgow Outcome Scale étendu, qu'on connaît bien en 8 points, 1 voulant signifiant le décès et 8 la meilleure issue clinique, donc une récupération avec une gradation de handicap et de niveau de dépendance. Les issues cliniques secondaires, le film qui est utilisé en réadaptation beaucoup, donc qui est vraiment un score de réadaptation sur l'indépendance fonctionnelle dans différentes activités de la vie quotidienne, la qualité de vie avec Euroqual, on a utilisé le 5 dimensions, 5 composantes. On a également évalué Colibri, qui est une échelle de qualité de vie spécifique, mais qui n'est pas aussi bien validée que le Q5D. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le Q5D, une échelle de dépression et la mortalité à 6 mois. Tout ça a été évalué de façon centrale dans les centres coordonnateurs des différentes régions, avec des gens qui n'étaient pas au fait de la randomisation dans chacun des groupes. Donc, c'était complètement à l'aveugle et ces échelles-là sont validées pour des entrevues téléphoniques. C'était fait à 6 mois avec une fenêtre de 2 semaines, plus ou moins, avant ou après les 6 mois. Les issues cliniques secondaires, le nombre d'unités transfusées, l'hémoglobine journalière, les infections, la durée d'assistance respiratoire mécanique, la durée de séjour à l'hôpital et à l'unité et en réanimation. Tout ça, c'était fait au site. Alors que les issues cliniques principales et secondaires étaient faites centralement, ça, ce sont des issues cliniques qui ont été faites au site et qui n'ont pas été adjudiquées. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé vérifier dans les dossiers si, évidemment, les données étaient adéquates. Les sites ont fait leur propre collecte de données. On n'a pas fait de double vérification. La taille d'échantillon était basée sur une dichotomisation classique du GOSE, 1 à 4, 5 à 8, qui est un peu la définition classique, comme on sait, d'une issue clinique défavorable 1 à 4 et favorable 5 à 8. Avec ça, ça prenait 712 patients pour évaluer une réduction du risque absolu de 10 basée sur une incidence de 40 qui a été pris à partir d'études qui ont recruté les mêmes populations. Et pour une puissance de 80, une erreur de type 1 de 5 on avait besoin de 712 patients. Je vais revenir avec la taille d'échantillon plus tard. On a prévu faire une analyse intérimaire à 50 dans le contexte où, au cas où il y avait eu vraiment un problème d'effet délétère majeur avec les données qu'on avait de l'étude de Robertson. Donc, c'est vraiment des enjeux de sécurité. Donc, on a utilisé un critère très conservateur pour éviter d'arrêter une étude avec une erreur alpha, donc Beetle Pito, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'ajuster notre valeur P à la fin. On a fait aussi des évaluations des metrics, autrement dit des données agglomérées qui étaient présentées au DSMC pour évaluer en fait si la sécurité puis notre habileté à réussir l'étude. Donc, après l'analyse intérimaire, le comité du DSMC a recommandé la poursuite du recrutement et on a augmenté la taille d'échantillon à 742 à ce moment-là pour tenir compte d'un 2 de perte au suivi que l'on estimait avoir à la fin de l'étude. Et puis ça, bien, il y a des calculs évidemment qui se font pour ajuster la taille d'échantillon. Par contre, même si on a fait une taille d'échantillon basée sur une dichotomisation classique 1, 4, 5, 8, notre analyse principale, dès le départ, ce n'est pas quelque chose qui a été modifié en cours de route, a toujours été prévu pour être fait avec la dichotomie glissante ou la sliding dichotomy, qui en fait dichotomise le score du GOSE de façon différente en fonction du pronostic de base des patients. Par contre, pour ça,
il faut avoir un score pronostic qui est valide. Donc, on a utilisé le score impact qui est validé dans plusieurs cohortes de patients avec traumatisme crânio-cérébral dans plusieurs pays et qui nous donne un score individuel ou en fait une probabilité individuelle de chacun des patients d'avoir un GOSE défavorable à 6 mois. Les variables que vous voyez là, ce sont les variables pronostiques reconnues qui sont dans le score TBI Impact. Donc, avec la sliding dichotomie, ce que ça nous a permis, c'est de mieux évaluer un potentiel effet de l'intervention dans l'ensemble de la gravité des patients dans notre population à l'étude. Je m'explique, c'est que avec le score qu'on évalue de probabilité d'avoir un mauvais devenir neurologique à long terme, on a divisé, dans le fond, l'ensemble de notre population, notre échantillon, en 3 groupes. Ceux qui avaient à la base un très mauvais pronostic, ceux qui étaient plus intermédiaires et ceux qui avaient un très bon pronostic à la base. Pourquoi? Mais parce que en faisant ça, ça nous a permis de dichotomiser le score du GOSE de façon différente en fonction du risque de base. Pourquoi? Parce qu'un patient qui a un très mauvais pronostic à la base, s'il n'y a pas d'intervention, ben, il va peut-être avoir un GOSE à 3. Et avec l'intervention, il peut améliorer son GOSE peut-être à 4. Si on dichotomise 1, 4, 5, 8, ce patient-là aurait été considéré comme un non-répondant à l'intervention. De la même façon, un patient qui a un meilleur pronostic, si on ne fait rien, peut avoir un GOSE à 5. Si l'intervention fonctionne, peut-être que son GOSE est amélioré à 7. Bien, si on dichotomise un 4, 5, 8, ce patient-là va également être considéré comme un non-répondant. Donc, en utilisant le score de base pronostic, ça nous permet de dichotomiser de façon différente pour aller chercher ou profiter le plus possible de l'échelle ordinale du GOSE. Ce que ça permet, c'est que ça améliore la puissance de l'étude. Donc, oui, on a fait un calcul de taille d'échantillon très classique, mais on savait qu'en faisant ça, on avait 2 choix après. Soit on diminuait la taille d'échantillon pour garder le même 80 %. À l'inverse, on a décidé de garder le même calcul, mais ce qui augmentait notre puissance d'évaluer notre diminution de 10 absolue ou nous permettait, avec la même puissance à 80 évaluer une différence beaucoup plus petite qui est théoriquement, avec les modèles d'évaluation, de l'ordre d'à peu près 7 Donc, l'analyse a été faite de cette façon-là, l'analyse principale de l'issue clinique principale du GOSE. Et comme on doit avoir un score, on a fait de l'imputation simple sur les données manquantes du score impact. Il y en avait quelques-unes et pas des masses au total. Et on a adjudiqué les CT scans, notamment avec les rapports, pour s'assurer du score, du calcul du score de Marshall. On a fait un modèle de régression robuste de poisson avec un ajustement par centre, un ajustement pour le sexe, qui permet de calculer des risques relatifs et donc de calculer un risque, une réduction de risque absolu dans notre analyse principale. On a prévu des analyses de sensibilité au départ. Ça, c'est tout prévu a priori dans le plan d'analyse. Des imputations multiples pour les données manquantes au lieu de l'imputation simple, les cas complets, le pair protocole, un meilleur cas, pire cas, donc best case, worst case, des rapports de code proportionnels hiérarchiques, une dichotomisation simple, un 4, 5, 8, ajusté, non ajusté, et tout ça ajusté pour les covariables impact, donc pronostic, le centre et le sexe. Les issues cliniques secondaires, on avait la mortalité qui a été faite avec des modèles de fragilité et toutes les autres issues cliniques secondaires qui sont centrées sur le patient ont été évaluées avec des modèles mixtes linéaires quantiles. Toutes ces analyses-là ont été ajustées pour les modèles pronostiques, le site et le sexe. On a fait des régressions quantiles pour des médianes pour nos issues cliniques tertiaires et on a fait des intervalles de confiance qui, eux, n'étaient pas ajustés pour les analyses multiples, les inférences multiples. Les résultats maintenant, on a commencé le recrutement en août 2017, donc ça a pris presque 6 ans à faire tout le recrutement. D'abord au Canada, l'Angleterre, en fait le Royaume-Uni, je devrais dire, on a ouvert des sites début 2019. Par la suite, il y a eu la COVID, ça nous a ralenti passablement.
La France nous a aidés quand les sites ont été ouverts à l'automne 2020, le Brésil par la suite, et on a atteint notre taille d'échantillon en avril 2013. La majorité des patients ont été recrutés au Canada, 471 sur les 742, 25 au Royaume-Uni et environ 5 en France et 5 au Brésil. On a évalué plus de 6 000 patients qui avaient un TCC et qui étaient admis en réanimation. De ceux-ci, la principale raison d'exclusion était que les patients ne sont pas devenus anémiques. Donc, vous vous souvenez que c'est un TCC contondant, modéré, grave, mais il faut attendre que le patient demeure anémique. Donc, ce n'est pas l'anémie à l'admission en réa, mais ça peut prendre quand même quelques heures ou quelques jours. Donc, il y a des patients qui ne sont jamais devenus anémiques. Il y avait des TCC légers dans tout ça. Et parmi ceux qui avaient les critères d'inclusion, la principale raison d'exclusion était que les patients avaient été transfusés après l'admission en réa ou encore une décision de retrait de maintien des fonctions vitales avait été prise. Et il y a quand même 700 patients qui étaient éligibles et qui n'ont pas été recrutés, surtout dans le contexte de problèmes d'équipe de recherche, la COVID, la surcharge de travail, des patients qui ont été manqués. Donc, on a recruté 742 patients, 371 par groupe. Il y a 2 patients qui ont été recrutés de façon erronée avec une hémorragie subarachnoïdienne anévrismale qui ont été évidemment retirés de l'analyse. Il y a eu 4 retraits de consentement, un dans le groupe libéral et 3 dans le groupe restrictif qui ont été retirés de l'analyse. Et à la fin, on a eu 14 patients pour lesquels on n'a pas réussi à obtenir le Glasgow Outcome Scale, donc l'issue clinique principale. Donc, l'analyse principale est faite sur 364 patients dans le groupe libéral et 358 dans le groupe restrictif. Les patients avaient en moyenne autour de 50 ans, comparable entre les groupes, 24 de femmes dans le groupe libéral, 30 dans le groupe restrictif, principalement des gens d'origine caucasienne, un peu de patients qui étaient positifs à l'alcool, à l'éthanol, comparable entre les groupes, très peu de patients avec de la maladie coronarienne, comparable entre les groupes. Certains avaient eu des TCC dans le passé, un petit peu plus dans le groupe libéral, l'anémie chronique, quelques patients anecdotiques. La principale raison du TCC était en lien avec une collision impliquant un véhicule à moteur, donc voiture, motocyclette, moto, scooter ou un piéton qui se fait frapper par une voiture ou autre objet roulant motorisé. Donc, la principale raison, c'est très comparable entre les groupes, peu d'agressions. Et dans l'autre catégorie, ce sont principalement des chutes, évidemment, comme on s'y attend. Une proportion importante de patients avaient des lésions extracrâniennes, comme on s'y attend évidemment en TCC. C'est des proportions qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit avec des scores, des ISS quand même assez élevés. On sait que les lésions extracrâniennes c'est pas un facteur pronostic dans un contexte de TCC. Pour les variables impact, les variables pronostiques du modèle impact au tableau 1, donc des variables très importantes à regarder, on a 27 de TCC modérés dans chacun des groupes, ce qui est tout à fait ce qu'on s'attend dans une réanimation. À peu près un quart des patients ont des TCC modérés, le reste des TCC graves. Ça représente ce qu'on admet dans nos réanimations, avec des scores moteurs très semblables, en fait identiques entre les deux groupes. Le score médian à 4 avec un Q1, Q2 ou une étendue interquartile de 1,5 et 1,5 dans chacun des groupes. Quelques petites différences dans les items, mais globalement, le GCS médian est exactement le même. La réactivité pupillaire, 12 absente dans le libéral, 14 dans le restrictif. Hypotension, un petit peu plus d'hypotension avant à l'admission dans le groupe restrictif, 29 versus 23 Hypoxémie semblable. Un peu plus de patients qui avaient des lésions occupant de l'espace, des saignements ou ont eu une chirurgie rapidement pour exclure, pour drainer une lésion dans le groupe libéral. Donc, on voit que des petits déséquilibres, mais qui favorisent ou défavorisent un groupe ou l'autre dans les différentes variables pronostiques du modèle impact. Mais ce qui est important, en fait, c'est que, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, on évaluait la probabilité d'avoir une issue clinique défavorable à 6 mois pour chacun des 742 patients inclus dans l'étude pour lesquels on avait la donnée du GOSE. Et
ce qu'on est en mesure de faire, ce qu'on voit en fait, c'est ici, c'est la moyenne de chacun des scores des patients individuels dans chacun des groupes. Et comme vous voyez, c'est vraiment similaire entre les deux groupes. Donc, on avait en moyenne des probabilités d'avoir une issue clinique favorable complètement similaires entre les deux groupes avec toutes ces variables du score impact-là. Donc, 54 plus ou moins 23 55 plus ou moins 22 dans le restrictif. Donc, ça, c'est extrêmement rassurant. Les interventions avant la randomisation, on voit que nos patients étaient malades, 60 de monitoring de pression intracrânienne, peu avaient des monitorings invasifs d'oxygénation, plus de thérapie hyperosmolaire dans le groupe libéral que restrictif, le reste semblable, plus de craniectomie de décompression dans le groupe libéral, 14 versus 11 le reste pas mal semblable. On voit qu'il y a eu toutes les insultes ou avant la randomisation. Donc, après la stabilisation, mais avant la randomisation, autant d'épisodes d'hypotension dans les deux groupes, autant d'épisodes d'hypoxémie, mais plus d'épisodes d'hypoperfusion cérébrale dans le groupe libéral, 22 versus restrictif. Des hémoglobines à la randomisation, exactement les mêmes en moyenne. Donc, vous voyez qu'il y a des petites disparités, mais qui parfois, ici, vont plus défavoriser le groupe libéral. Donc, c'est relativement comparable en bout de ligne. Les patients ont été admis au premier hôpital, en fait, avec un temps médian de 64 minutes, donc environ 1 heure après la lésion. Et ils ont été randomisés dans l'étude d'environ 2 jours à 2 jours et demi de façon médiane suivant la lésion. Donc, vous vous souvenez qu'on attendait que les patients deviennent anémiques dans l'arrière. Ça, c'est un graphique que j'adore parce que, comme vous savez, quand vous faites un essai clinique qui implique des interventions qui ne sont pas de donner une pilule et la pilule, on l'a donnée ou on ne l'a pas donnée, mais plutôt d'avoir des stratégies qui impliquent une certaine mécanique dans l'unité de soins intensifs, on aurait pu avoir, oui, vouloir avoir un groupe restrictif, un groupe libéral, mais se ramasser à la fin avec deux groupes qui sont comparables, comme dans l'étude d'il y a 10 ans de Claudia Robertson et de son groupe, où les groupes, les intervalles de confiance se croisaient. Ici, ce qu'on voit, ce sont les 30 000 hémoglobines que l'on a dans Emotion. C'est l'hémoglobine moyenne quotidienne avec l'intervalle de confiance. On voit qu'on avait deux groupes complètement séparés jusqu'à 28 jours. On demandait de transfuser rapidement, donc on voit que la majorité de nos patients, 75 ont été transfusés dans les premiers 3 heures, ce qui est très bien. Et les autres, par la suite, qui n'ont pas été transfusés dans les premiers 3 heures, la majorité l'ont été juste après, 3-4 heures. Et puis, par la suite, c'est très comparable entre les groupes. L'issue clinique principale maintenant, donc c'est l'issue clinique sur la sliding dichotomy, donc le GOSE. On se souvient qu'on a une dichotomisation qui est différente en fonction du pronostic de base. Donc, l'issue clinique principale, l'analyse de l'issue clinique principale, c'est cette analyse-là agglomérée, donc de l'ensemble de nos groupes de pronostics à la base, donc avec une dichotomisation qui est variable en fonction du pronostic, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qu'on a observé, c'est un risque d'issue clinique défavorable de 68 dans le groupe libéral versus 74 dans le groupe restrictif. Donc, un risque inférieur dans le groupe libéral avec un risque relatif de 0,93 qui favorise la stratégie libérale, mais avec un intervalle de confiance qui dépasse le 1 de 0,83 jusqu'à 1,04. Ce que ça donne, c'est une réduction du risque absolu de 5,4 suivant justement donc, de la stratégie libérale par rapport à la stratégie restrictive. Donc, d'utiliser une stratégie libérale, ça diminue de 5,4 le risque d'avoir un GOSE défavorable à 6 mois, avec un intervalle de confiance qui est entre une augmentation du risque de 2,9 jusqu'à une diminution du risque de 13,7. Donc, c'est un peu une autre façon de présenter le rapport de risque ici avec une réduction du risque absolu.
Quand on regarde les trois niveaux de pronostic de base, pire, intermédiaire ou meilleur, on voit exactement les mêmes résultats. Donc, c'est très rassurant. Même type de réduction du risque absolu avec des intervalles de confiance qui penchent vers la stratégie libérale, mais qui ne sont pas statistiquement significatifs. Même chose si on dichotomise le GOS 1, 4, 5, 8 avec exactement le même, ou en fait très comparable, un risque relatif à 0,92 avec un intervalle de confiance de 0,83 à 1,03. Donc, des analyses qui vont dans la même direction. Et nos analyses de sous-groupes qui avaient été prévues a priori ne montrent pas d'effet d'un sous-groupe par rapport à un autre, que ce soit l'âge, le sexe, la gravité du TCC, le pays, le fait d'avoir une maladie coronarienne ou pas, une intervention chirurgicale pré-randomisation ou d'avoir eu une transfusion. Donc, c'est extrêmement rassurant de voir que les sous-groupes sont très stables et qu'il n'y a pas un sous-groupe qui tire d'un côté ou de l'autre avec une explication qui aurait pu en fait expliquer les résultats. Donc, c'est ce qu'on veut avoir de nos sous-groupes. Il faut se rappeler que nos patients n'étaient pas randomisés en lien avec aucun de ces sous-groupes-là. La distribution du GOSE maintenant, c'est une figure qui est très, très parlante. Comme vous voyez, 30% de mortalité ou d'état neurovégétatif dans les deux groupes qui montrent en fait une mortalité qui est très semblable entre les deux groupes. Vers la droite, plus on va vers la droite, ce sont des issues cliniques qui sont favorables. Donc, comme vous pouvez voir, il y a moins de GOSE 3 et il y a beaucoup plus de GOSE 5, 6, 7, 8 dans le groupe libéral. Donc, on montre qu'il y a clairement un effet vers une amélioration des issues cliniques sur le GOSE avec la stratégie libérale. Ça, c'est une évaluation vraiment visuelle de notre distribution du GOSE avec une mortalité qui est très, très, très semblable. Donc, dans nos analyses de sensibilité qui avaient été prévues a priori, en utilisant une autre façon d'imputer les données, en utilisant le MICE, en faisant nos cas complets, notre analyse par protocole, le meilleur scénario, le pire scénario, le proportional odds, d'une façon dichotomisée, ajustée, non ajustée, on retrouve exactement les mêmes résultats avec un rapport de risque qui favorise le groupe libéral mais qui montre des intervalles de confiance qui dépassent le 1 tout juste dans la majorité des analyses. La mortalité, bon, vous l'aviez vu tout à l'heure, semblable entre les deux groupes, aucun signal ici, c'est très, très, très semblable. Et les autres issues cliniques, en fait, qui sont centrées vers le patient, qui, comme vous le savez probablement, ont été jamais évaluées en TCC à long terme ou très, très peu dans un contexte de soins aigus. Le FIM a été évalué en réadapt, donc avec les billets de référence dans les centres de réadaptation. Le Q5D a été évalué, à ma connaissance, seulement qu'une fois dans un essai clinique en TCC. Donc, ces issues cliniques centrées vers le patient-là n'ont pas vraiment été évaluées par le passé. Ce qu'on montre, en fait, avec le FIM qui est une échelle utilisant réadaptation, c'est une amélioration du score FIM avec une stratégie libérale par 4,34 points, 4,34, avec un intervalle de confiance qui montre une amélioration de 0,22 points jusqu'à 8,45. Donc ici, ce ne sont pas des risques relatifs, ce ne sont pas des risques, des hazard ratio, ce sont des différences de moyenne. Donc, pour que l'intervalle de confiance reste dans un seuil positif, il faut qu'il soit au-dessus de 0. Donc, on voit qu'il y a un score augmenté avec le film qui est expliqué par l'item moteur qui en fait représente 70% du score film. Donc, également avec un score de 4, 3,95 supérieur avec la stratégie libérale, soit de 0,63 points de plus jusqu'à 7,27. Cognitif favorise libéral, mais cette fois, ça traverse le 0. Quand on évalue la qualité de vie sur l'échelle analogue du Euroqual, on a un meilleur pointage du score index, d'utilité index avec la stratégie libérale pour une amélioration du score de 0,06 points entre 0,01 jusqu'à 0,1 point. Donc,
à nouveau, qui ne traverse pas le zéro, donc un score positif avec l'utilisation d'une stratégie libérale. Et le colibri, l'incidence de dépression favorise le libéral, mais traverse le zéro dans ce contexte-là. Donc, ces analyses-là, évidemment, n'ont pas été ajustées pour la multiplicité des inférences que l'on puisse faire. Le nombre d'issues cliniques, le nombre, pardon, de transfusions, 1516 dans le groupe libéral, 300 dans le groupe restrictif. 3 est le nombre médian de transfusions dans le groupe libéral, 2 à 5 versus 0, 0 à 1. Donc, clairement, il y avait plus de transfusions dans le groupe libéral, on s'en doute. Les infections, quand même, assez fréquentes. Les pneumonies, c'est la plus fréquente. C'est exactement ce qu'on s'attendait. Pas de différence entre les groupes. Plus de réactions transfusionnelles dans le groupe libéral, on s'y attend. Rien qui a été majeur. Elles sont présentées en annexe. La durée d'assistance respiratoire mécanique, de durée de séjour en réa ou à l'hôpital, très comparable entre les deux groupes. Aucun signal ici. Les issues cliniques post-rando qui n'ont pas été adjudiquées, qui étaient des issues cliniques colligées par les sites, qui sont un peu ce qu'on appelle des événements attendus dans les unités de soins intensifs. Donc, SDRA 12 dans le groupe libéral, 3 dans le groupe restrictif, plus bon, un patient versus 0 qui a eu une insuffisance cardiaque dans le groupe restrictif, un qui a eu un infarctus avec élévation de ST dans le groupe libéral versus 0, puis 3 qui ont eu un non-ST elevation MI dans le groupe restrictif versus 0 dans le libéral. Donc, des petites différences dans une direction ou l'autre, les issues cliniques neurologiques très comparables et contrairement à ce qui avait été évalué dans l'étude de Claudia Robertson, il n'y a pas de différence entre les événements thromboemboliques, 8,4 et 8,4 entre les groupes. Et puis, évidemment, les réactions transfusionnelles, on savait qu'il allait y en avoir plus dans le groupe libéral. Ça, ce sont des issues qui n'ont pas été adjudiquées, donc qui n'ont pas été double vérifiées là, à l'aveugle. Donc, si je peux faire un sommaire de tout ça en bref, on n'a pas observé d'effet de diminution qui était statistiquement significative sur le risque d'avoir une issue clinique défavorable à 6 mois chez les patients adultes qui sont admis à l'unité en réanimation suivant un traumatisme cardio-cérébral modéré grave basé sur le GOSE. Par contre, on ne peut pas exclure une réduction du risque absolu qui peut aller jusqu'à 13,7 qui est l'intervalle maximal de réduction du risque absolu avec une stratégie libérale. On a observé un effet bénéfique, en fait, ou des intervalles de confiance qui sont dans les seuils de signification statistique, des intervalles de confiance à 95 sur l'indépendance fonctionnelle avec le film et la qualité de vie évaluée avec soit l'échelle visuelle analogue ou le score d'utilité, l'index d'utilité. Et toute la direction d'effet, comme vous avez vu, favorise les sous-cliniques principales, que ce soit significatif ou non. Donc, un peu le message que l'on a, c'est qu'en considérant l'ensemble des analyses et des découvertes, en fait, dans le contexte, une stratégie libérale est probablement la meilleure approche que l'on devrait utiliser dans cette population-là, dans le contexte où on a des issues cliniques centrées sur le patient qui nous montrent une amélioration potentielle ainsi qu'une issue clinique principale qui va dans le même sens dans l'ensemble de nos analyses. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait une découverte fortuite à gauche ou à droite. Donc, c'est pour ça qu'on suggère d'avoir cette approche-là. C'est probablement celle qu'il faut utiliser à partir de maintenant. Donc voilà, ça fait un peu le tour de tout ça. Et puis, ça a été quelques années d'efforts et je remercie Russell et son équipe qui ont participé à eMotion et ça a été une très belle collaboration et les autres sites en France également. Merci beaucoup, Alexis. Vraiment, félicitations pour cette belle étude et ta présentation qui était très claire. Alors, juste avant peut-être de continuer sur les questions, ceux qui sont participants, vous pouvez poser vos questions sur le question-réponse du webinaire, si vous en avez. Et puis, on tâchera soit de vous donner la parole, soit de transmettre la question directement à Alexis Turgeon. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir les poser.
je vais peut-être, moi, commencer avec une première question, ou plutôt commentaire, Alexis. Donc, on voit bien la méthodologie qui est très solide, hein. Vous aviez déjà anticipé beaucoup d'écueils éventuellement méthodologiques, statistiques, et ça, c'est ce qui fait la force de l'étude. Alors, le critère de jugement principal, il sort non significatif. Ma question qui est finalement plus un commentaire, mais tu l'as un peu abordé, c'est que on voit bien dans les critères de jugement secondaire que tout va dans le même sens. Alors, pour une partie significative, comme tu l'as présenté, d'autres un peu moins, mais ça suit toujours la même tendance. Est-ce que voilà, est-ce que c'est suffisant? J'étais un peu provocateur. Est-ce que c'est suffisant pour recommander la stratégie libérale? On a envie d'y croire, effectivement, mais est-ce que c'est suffisant pour le placer dans les recommandations? Ben, en fait, pour les recommandations, mais évidemment, c'est pas moi qui vais les faire parce qu'il faut que ça soit le plus possible des gens qui soient complètement exclus des études principales, mais tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on avait jusqu'à maintenant pour justifier une stratégie restrictive, c'est une mortalité à 28 jours. Qui ne montre absolument aucun effet. Puis on a la même chose ici, on a une mortalité à 6 mois qui est pas qui est comparable entre les deux groupes. Mais ça ne semble pas être là le gain. Et on ne s'attendait pas à avoir un gain de survie en tant que tel. Donc, pour justifier une stratégie restrictive à partir de maintenant, c'est qu'il faudrait se dire, en fait, c'est un équilibre, évidemment, là, de risque-bénéfice, mais il faudrait se dire que la sécurité de nos produits sanguins, on n'a pas une sécurité de nos produits sanguins et toute exposition est pire que l'absence d'exposition. Donc, autrement dit, c'est qu'on préconiserait qu'on risque plus de nuire que de potentiellement aider avec une amélioration des issues centrées sur le patient et potentiellement le GOSE. Donc, moi, dans tout ça, quand je regarde ça, c'est que la réduction du risque absolu sur le GOSE, c'est soit ça augmente le risque absolu d'une issue clinique défavorable de 2,9 ou ça diminue de 13,7. Donc, quand on a ça et qu'on a des signaux qui vont tous dans une direction d'amélioration avec une stratégie libérale, je vais vous avouer que je trouverais ça difficile de dire, ah bien, je continue à faire du restrictif comme je faisais avant. Moi, à l'inverse, je pense qu'on peut se dire, bien, c'est rassurant de se dire, on n'a pas une réponse absolue, mais c'est rassurant de se dire, je m'en vais beaucoup plus vers des seuils libéraux dans le contexte où j'ai un risque-bénéfice ici avec la sécurité de nos transfusions maintenant, qui ne sont plus les mêmes que celles qu'on avait en 1999 ou quand le trick trial a été fait avec du sang qui n'était pas leucodéplété à l'époque. Ok, oui, mais effectivement, merci beaucoup, Alexis. Alors, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, enfin pas sur le chat, mais sur le question-réponse. Russell, est-ce que tu as une question à poser éventuellement? Oui, toujours pour essayer d'avoir des preuves complémentaires. Est-ce que tu peux donner un commentaire sur peut-être d'autres essais en cours qui confirmeront ou pas ces résultats-là? Il y a l'étude Train qui a été complétée à peu près en même temps que nous, et je sais, qui est en phase dont les résultats vont être publiés, je présume, dans les prochains mois, espérons-le. Donc, il va amener d'autres, qui va ajouter, en fait, au niveau de preuve, une étude différente. C'est pas seulement en TCC, mais il y a quand même, je pense, autour de 500 TCC qui sont inclus dans l'étude. Donc, c'est une population mixte de soins intensifs neurologiques. Je pense qu'il y a plusieurs centres qui ont dû y participer en France. Et sinon, il y a l'étude Sahara aussi qui est en hémorragie subarachnoïdienne, qui elle aussi est complétée et dont on devrait voir les résultats plus tard, là, à l'automne. Donc, je dirais que oui, ça va amener d'autres éléments. C'est sûr que nous, on a pris une décision dès le départ d'avoir une population de TCC et non pas d'avoir une population mixte de soins intensifs neurologiques ou de réa neuro, dans le contexte où la pathologie est très différente et on n'était pas certain si on devait aller dans cette direction-là. Train a pris une tangente différente.
mais ça va amener d'autres éléments, puis ça va nous permettre aussi de faire des analyses combinées de tout ça là, dans les prochains mois, là, je l'espère bien. Euh, et puis, souhaitons que tout ça s'en aille dans la même direction. Je pense que c'est le genre de résultats qui vont nous rassurer si ça pointe dans la même direction. Si ça pointe complètement à l'inverse, ben là, c'est sûr que c'est autre chose à ce moment-là, mais je pense qu'on va devoir attendre tout ça. Mais en attendant, je pense que la dernière chose qu'on doit faire, c'est de se dire, ah bien, ça me rassure d'utiliser des seuils restrictifs. Puis, euh, c'est pas une étude de non-infériorité. Dans le fond, quand on dit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative, c'est qu'on n'a pas réussi à aller trouver un 10% absolu, mais on ne peut pas éliminer 5, et ce 5-là va peut-être jusqu'à 13. Donc, si on se dit que 5 n'est pas cliniquement significatif, bien, OK, c'est correct, là, mais je pense que, personnellement, je pense que ça l'est. Donc, c'est plus qu'on n'a pas réussi l'intervention ne diminue pas de façon absolue par 10%, mais elle peut le diminuer par 5, elle peut le diminuer par 7, elle peut diminuer. Donc, donc, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas une étude de non-infériorité. Et puis ça, c'est le danger. Parfois, les gens interprètent des études de supériorité comme étant des études de non-infériorité. D'ailleurs, j'aime jamais utiliser il faut vraiment être très clair dans le fait que c'est seulement une absence de différence statistique sur une supériorité de 10% ici qui a pas été observée. Puis après, bien, les conclusions, c'est toujours une seule phrase dans des articles qui doit être basée sur l'hypothèse de départ. Merci Alexis. Et sur la population, est-ce que, donc on a vu rapidement les caractéristiques des patients, c'était majoritairement quand même des traumatismes crâniens graves. Et en termes d'intensité thérapeutique, de chirurgie intracrânienne, de polytraumatisme associé, qu'est-ce qu'il en était exactement? Ben, c'est une population très malade, mais qui représente bien ce qu'on a vu, ce qu'on voit normalement dans des cohortes de patients de réa. Donc, c'est rassurant parce que si on avait eu 30% seulement de notre population qui avait eu d'autres blessures traumatiques, ça aurait été particulier là, parce qu'on se serait dit que c'est peut-être pas représentatif de nos populations de réa. On a 60 quelques pourcents, un peu plus près de 70% de patients qui avaient d'autres lésions traumatiques. On sait que ce n'est pas un facteur pronostic, les lésions traumatiques autres en lien avec le pronostic d'un traumatisme crânio-cérébral modéré ou grave. On avait une proportion très importante de patients qui étaient monitorés, presque l'ensemble de nos TCC graves, donc qui avaient un monitoring de pression intracrânienne. Donc, tout ça, c'est très rassurant d'une représentation pour la validité externe de l'étude de ce qu'on voit dans nos réa. Donc, on s'attendait à avoir plus de TCC graves et moins de modérés. Si on avait eu un 50-50, on aurait pu se dire ben, peut-être qu'il y a un biais de sélection, puis les gens ont plus, il y a eu plus de TCC graves qui n'ont pas été recrutés. C'est toujours ça la crainte en bout de ligne, c'est de s'assurer, en fait, de craindre que notre population à l'étude ait eu certains biais en lien avec des exclusions qui ne sont pas aléatoires et ne sont pas dus sont dus à des problèmes plus humains que des problèmes autres d'exclusion réelle. Donc, tout ça, c'est très rassurant. On a fait des analyses de sous-groupes qui étaient basées sur des critères où on devait avoir quand même, on doit avoir une hypothèse derrière les sous-groupes. Donc, il faut qu'il y ait une hypothèse de travail derrière ou encore une hypothèse qui fasse en sorte que même si on ne s'attend pas à un effet, on sait que la communauté va vouloir comprendre un peu plus ce qu'il y en est de ce côté-là. En termes de gravité, dans les annexes, on présente en fait la pression intracrânienne, le sodium, en fait, différents éléments qui pourraient être, que les gens pourraient considérer comme étant intéressants à évaluer pour voir s'il y a des différences entre les groupes
c'est tout à fait comparable, là, ces éléments-là dans le séjour à l'unité des soins intensifs. On voit qu'il n'y a pas de différence de ce côté-là en termes de pression intracrânienne. Et puis, si ça joue, en fait, c'est vraiment l'anémie, hein. En fait, ça revient avec l'hypothèse de départ du transport d'oxygène et de la délivrance, en fait, du transport d'oxygène. Là, délivrance, c'est un calque de l'anglais, là, mais ça revient à ça parce que c'est pas en jouant sur la pression intracrânienne que ça fait quelque chose, puis c'était pas l'hypothèse de départ là, non plus. Donc, qu'il y ait une proportion élevée de patients qui étaient très malades, qui ont eu des interventions, bien, je trouve ça rassurant parce que ça montre qu'on avait une population très malade. Puis, on l'a mentionné un peu dans la discussion, la population était un petit peu plus malade que ce qu'on avait prévu au départ. Puis ça, c'est parce qu'on recrutait des patients anémiques, évidemment. Puis ça, bien, c'est probablement des patients qui ont plus de, oui, ils ont peut-être un peu plus de prise de sang, mais qui ont d'autres problèmes qui font en sorte qu'ils sont devenus anémiques plus rapidement. Ok, merci Alexis. Alors peut-être avant de conclure, parce que le temps tourne, peut-être une dernière question. Il n'y a pas d'autres questions côté participants. Pour rebondir sur ce que tu disais sur les annexes, je n'ai pas le temps de le reprendre, là j'ai pas pu, mais si on corrige l'anémie, en fait, un raisonnement un peu simpliste, ce serait de dire on modifie les épisodes d'hypoxie cérébrale. Est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce qu'il y a une différence? En fait, on n'a pas monitorisé de façon systématique l'oxygénation cérébrale. On a permis les monitorings d'oxygénation cérébrale. Je pense qu'on a 6% environ des patients qui ont été monitorisés dans chacun des groupes. On a colligé de la donnée là-dessus. Il n'y a pas de différence entre les groupes en termes d'oxygénation cérébrale. En fait, en termes d'épisodes de seuil d'hypoxie cérébrale. Donc, on a mesuré pendant toute la durée le suivi des patients dans les unités de soins intensifs, la pression intracrânienne, la pression de perfusion cérébrale, les épisodes d'hypoxémie, les épisodes d'hypotension, et il n'y a pas de différence entre les groupes en post-randomisation pour l'ensemble de ces paramètres-là. Donc, je dirais que bon, c'est sûr que ça aurait été bien d'avoir 100% de nos patients monitorisés avec des moniteurs d'oxygénation tissulaire, mais vous savez, quand on fait un essai clinique comme ça, on voudrait répondre à 28 questions, hein, mais il faut focaliser sur une et après, bien, on génère d'autres hypothèses. Bon, il y a l'étude OxyTC qui est parue récemment, bon, on n'a pas la taille d'échantillon de Bonanza ni de Boost 3, mais n'a pas montré de signal du tout d'utiliser un bundle de soins incluant la transfusion pour améliorer l'oxygénation tissulaire cérébrale. C'est une belle étude des collègues français. Puis, une augmentation de risque avec jusqu'à 10% de risque d'avoir des segments péricathétaires, donc ce qui est pas banal. Euh, je pense que les études comme Boost 3 et Bonanza doivent se questionner maintenant qu'est-ce qu'ils doivent faire avec les résultats d'Emotion si les transfusions faisant partie de leur du bundle de soins. Donc, ça, ce sera la tâche des équipes, des chercheurs principaux là, d'évaluer le tout là, à partir des nouvelles données. Oui, on va attendre ça avec impatience, effectivement. Écoute, merci beaucoup, Alexis. Je pense qu'on va être obligé de conclure parce on arrive au terme de notre webinaire. Moi, je voudrais vraiment encore te remercier chaleureusement pour ton intervention et nous avoir fait l'honneur de pouvoir parler de cette magnifique étude Emotion. J'espère que vous avez apprécié les participants de pouvoir suivre cette présentation. Et puis, de toute façon, le webinaire sera mis ensuite dans quelques jours en replay sur le site de la NARF, enfin, si je ne me trompe pas, Bruxelles. Tout à fait, effectivement, dans quelques jours. Merci également beaucoup, Alexis. Félicitations pour cet essai impressionnant, une qualité méthodologique irréprochable. Vraiment, vos équipes ont été, enfin, vraiment, c'est très impressionnant. Donc, les résultats, tu les as présentés au congrès Critical Care Reviews
à Belfast et ils ont été publiés concomitamment dans le New England Journal of Medicine le 13 juin. Donc voilà, un impact maximal de ces résultats. Donc encore une fois, félicitations, c'est très impressionnant. Et merci beaucoup Merci. et merci de l'invitation. Puis, ça a été un plaisir de travailler avec les sites en France et j'espère que ça va se poursuivre dans les prochaines années. Avec plaisir. Merci à tous et au Merci à revoir. tous. Merci, à bientôt. Au revoir, Alexis.